Bonjour à tous, bienvenue à vous. Quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui, chers viticulteurs auditeurs, pour faire suite au webinaire Vitisphère du début d'après-midi sur le thème de la protection du vignoble au moyen du biocontrôle. Nous vous proposons à présent une table ronde sur un sujet qui vous intéresse tout autant, un sujet d'actualité qui concerne sans doute chacun d'entre vous, la lutte contre le mildiou grâce aux solutions à base de cuivre. Car si aujourd'hui de nombreuses pistes sont étudiées pour combattre ce champignon, côté biocontrôle notamment, le cuivre reste toujours un pilier indispensable pour protéger le vignoble contre le mildiou. Durant les 60 minutes que nous passerons ensemble, l'objectif est de vous éclairer sur la thématique du jour et de faire le point sur cette matière active à part. L'objectif? Renforcer les connaissances sur le cuivre pour pouvoir encore compter demain sur l'allié historique des viticulteurs contre le mildiou. Pour vous en parler, les rencontres Vitisphère de la Factory ont sollicité la société Certis, acteur majeur et expert en cuivre, avec 5 solutions à sa gamme. Une société qui met son expertise de cette matière active au service des viticulteurs dans la protection de leurs vignobles et leur transition éventuelle vers de nouveaux modèles de production. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, nous vous rappelons que vous pouvez, si vous le souhaitez, poser vos questions par écrit durant la présentation, au moyen de la console de la plateforme grâce à laquelle vous vous êtes connecté. Je me chargerai de la relayer de vive voix une fois la présentation terminée. Et si vous n'êtes pas timide, n'hésitez pas à demander la parole en cliquant sur la petite main qui apparaît également sur la console. Nous nous ferons un plaisir de vous tendre le micro. Sachez aussi que nous vous proposons également à l'issue de notre table ronde de vous mettre en relation, si vous le souhaitez, avec les experts pour un entretien individuel. Il suffira de nous en faire la demande par le biais également de la console. Alors aujourd'hui, pour répondre à vos questions autour de l'usage du cuivre en viticulture, nous serons en compagnie de 4 invités. Saluons d'abord Agnès Goliard, qui est chef de marché culture spécialisée chez Certis. Bonjour Agnès. Bonjour, bonjour à tous. Clémence Decherf, responsable affaires réglementaires chez Certis, est également avec nous. Bonjour Clémence, merci d'être des nôtres. Oui, bonjour, bonjour à tous. Mathilde Roger, chef de projet culture spécialisée, est aussi avec nous. Bienvenue Mathilde. Bonjour. Et enfin, Luc Poulain, viticulteur au domaine des Échardières en appellation Touraine et Touraine-Chenonceau, situé en vallée du Cher, qui viendra partager son expérience autour du cuivre. Bonjour Luc. Mais je me tourne tout de suite vers Agnès, qui va nous détailler le programme de cette matinée, ou plutôt cet après-midi. Agnès, c'est à vous. Oui, merci Marianne. Donc nous voilà partis pour parler de cuivre ou du cuivre. Et pour cela, nous allons donc intervenir avec Clémence, Luc et Mathilde selon 4 chapitres. Le premier sera vraiment pour vous présenter où l'on en est aujourd'hui du cuivre. Puis pourquoi le cuivre est-il si spécifique? Enfin, comment il est utilisé? Et qu'est-ce que l'on peut faire? À quoi il faut faire attention pour qu'on puisse en préserver l'usage demain? Donc tout d'abord, un petit retour sur l'aspect historique du cuivre. Donc le cuivre, vous le savez, c'est vraiment un des piliers, enfin c'est le pilier de la protection anti-mildiou. Ça fait plus de 150 ans qu'il est utilisé dans nos vignobles pour se protéger donc du mildiou. C'est un produit de contact avec une action multisite, hein, qui est un de ses véritables atouts, puisque ça lui permet de... C'est un bon outil dans la gestion des résistances. On le trouve en viticulture sous 5 formes différentes: l'hydroxyde de cuivre, le sulfate de cuivre tribasique, l'oxyde de cuivre, l'oxychlorure et la bouillie bordelaise qui est la plus répandue. Et toutes ces formes de cuivre sont efficaces. Donc si cet après-midi nous allons parler du cuivre en viticulture, il faut avoir en tête que c'est une matière active qui est aussi utile et utilisée dans de nombreux domaines. Donc on peut citer la médecine ou par exemple l'électronique et l'électrique. Et aujourd'hui, avec l'électronique et l'électrique, le cuivre est un des métaux indispensables à la transition énergétique, et ce qui fait que c'est aussi une matière qui est demandée et pour laquelle on peut rencontrer quelques tensions sur le marché. Donc c'est un produit vraiment historique, utilisé depuis très longtemps, et c'est un produit qui est toujours d'actualité. C'est aujourd'hui le premier anti-mildiou, avec à peu près un tiers des traitements anti-mildiou en termes de part de marché qui sont faits avec du cuivre. Les solutions cupriques sont utilisées sur environ 80% des hectares traités aujourd'hui. Et il y a en moyenne 4 passages par an au niveau national.
Donc évidemment, ce nombre de passages, il oscille en fonction de la pression maladie de l'année et en fonction des bassins de production. On n'aura pas du tout le même nombre de passages dans le sud-est que en Champagne, par exemple. Donc voilà, un produit historique, un produit utilisé très largement. Et on peut parfois penser que le cuivre est une solution utilisée particulièrement par l'agriculture biologique. C'est le cas, mais pas que. C'est vraiment une solution utilisée aussi en conventionnel. Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, qui montre en fait l'évolution des hectares développés, traités avec une solution cuprique entre 2016 et 2020, on voit tout d'abord une oscillation des utilisations parce que finalement, la première chose qui fait varier l'utilisation de cette solution, c'est la pression maladie. Plus il y a de pression mildiou, plus la solution va être utilisée. Et puis, vous avez la différence entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle. On voit que les deux courbes suivent le même schéma, donc vraiment la pression maladie qui fait la plus grande différence. On peut noter quand même une augmentation des utilisations, tant en bio qu'en conventionnel. Alors en bio, de par notamment l'évolution des surfaces, et en conventionnel parce qu'on est finalement parfois sur des utilisations plus nombreuses mais à une dose inférieure. Et puis aussi parce qu'il y a des solutions multisites qui se raréfient aujourd'hui en vigne, et donc le cuivre est vraiment une alternative à celle-ci. Donc voilà, une solution historique, toujours utilisée et qu'on l'a pu voir déjà un petit peu avec la table ronde, vraiment indispensable, même avec l'évolution, avec le biocontrôle et les solutions qui arrivent au marché aujourd'hui. Merci Agnès pour ces rappels concernant l'historique de cette solution anti-mildiou et ces éléments d'information se rapportant aux usages du cuivre sur vigne dans l'Hexagone. Et je passe à présent la parole à Clémence qui va nous dire en quoi le cuivre est un cas à part d'un point de vue réglementaire, certes, mais pas que. C'est vrai qu'on peut s'interroger pourquoi le cuivre, matière active d'origine naturelle, n'est-il pas biocontrôle? Clémence? Oui, en effet, le cuivre, c'est vraiment une substance qu'on peut qualifier de à part. Alors, par nature, c'est une substance naturelle d'origine minérale, donc à ce titre, elle répond au concept général du biocontrôle, mais les produits cupriques ne sont pas listés sur la liste biocontrôle de la DGL, puisque le cuivre est catégorisé candidat à substitution. Et c'est cette liste DGL qui fait foi dans les communications autour du biocontrôle. C'est pour ça que ça n'a pas été évoqué dans la table ronde précédente, par exemple. Et donc, à ce titre, le cuivre ne fait pas l'objet de certaines exemptions, comme la comptabilisation dans l'IFT Biocontrôle ou les règles sur la publicité. Mais son statut lui permet quand même de bénéficier de certains avantages, comme par exemple l'exemption des distances de protection des riverains et des personnes présentes de manière automatique, sauf évidemment mention dans l'AMM. Et le cuivre, c'est aussi une substance à part, puisque elle fait exception parmi les substances phyto, parce que c'est un matériel qui a la particularité d'être 100% recyclable à l'infini et surtout sans jamais perdre ses propriétés physiques. Donc, comme le disait Agnès précédemment, dans le climat actuel, c'est un atout intéressant. En Europe, il y a à peu près 50% du cuivre consommé, tout usage confondu, qui est issu du recyclage. Et si on prend l'exemple de Certis, c'est mieux puisque chez Certis, 100% du cuivre des produits des gammes Cosid et Nordox sont issus des meilleurs grades de qualité de cuivre recyclé. Comme je disais, le cuivre, c'est aussi une molécule à part, de par son fonctionnement, parce qu'il s'agit d'un élément essentiel au bon fonctionnement des cellules chez les êtres vivants. En faible quantité, il joue un rôle vraiment essentiel dans plusieurs fonctions métaboliques. Donc, on peut citer par exemple la photosynthèse, la respiration, la formation des parois cellulaires. Et ce qui est vraiment unique, je dirais, c'est que les organismes vivants sont capables de réguler assez finement le taux de cuivre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, en fait, c'est un processus de régulation qui permet à un organisme de maintenir une constante du milieu intérieur entre des limites de valeur normale. Donc, c'est par exemple la température chez l'humain. On n'y pense pas, mais le corps régule tout seul la température autour de 37 degrés. Donc, c'est pareil pour le cuivre.
Et c'est un mécanisme qui permet aux êtres vivants de maintenir un équilibre en fait entre un apport absolument nécessaire de cet oligo-élément et une surcharge qui serait toxique au-delà d'un certain niveau. Donc cette régulation par homéostasie, ajoutée au fait qu'il s'agit d'un métal qui est naturellement présent sur la surface du globe, dans l'environnement, font que c'est une substance active qui est unique et c'est cette unicité en fait qui le rend assez peu adapté aux méthodes d'évaluation actuelles des substances actives, puisque au niveau européen comme national, les méthodes d'évaluation qui sont développées et suivies, elles le sont surtout pour des molécules inorganiques qui se dégradent dans le temps et dans l'environnement. Et ces méthodes, elles ne prennent pas en compte les spécificités des substances métalliques comme le cuivre. C'est un point qui est vraiment important de noter et de comprendre parce que qui avait d'ailleurs été soulevé par la Commission européenne lorsque le cuivre a été renouvelé il y a quelques années. Et suite à ça, il y a des travaux sur l'évaluation des métaux de transition, comme le cuivre par exemple, qui sont utilisés en tant que substance active, qui ont été menés par l'EFSA. Et donc, on espère que grâce à ça, on puisse à l'avenir mieux prendre en compte dans l'évaluation réglementaire la biodisponibilité, le fait que le cuivre soit un élément omniprésent et l'existence du process d'homéostasie pour mieux évaluer le cuivre à l'avenir. Alors, un thème d'actualité, où est-ce qu'on en est aujourd'hui concernant les timings réglementaires du cuivre? Donc, le cuivre, il a été renouvelé en janvier 2019. Donc, il a été réapprouvé pour une durée de 7 ans, avec la possibilité d'appliquer 28 kg par hectare sur la durée de 7 ans. Donc, ça, c'est un point important pour le lissage notamment. Et donc, 7 ans plus tard, en décembre 2025, il arrivera à expiration. Il y a le dépôt du dossier de demande de réapprobation qui est prévu pour la fin de cette année. Comme vous le savez sûrement, le fonctionnement au niveau européen fonctionne sur 2 niveaux. La Commission européenne approuve et réapprouve les substances et les pays homologuent les produits. Donc à ce jour, les AMM des produits cupriques sont toujours en cours d'évaluation en vue du renouvellement. Donc cette évaluation, elle prend en compte l'impact des produits sur tous les milieux et notamment le compartiment du sol et les organismes du sol. C'est un sujet dont on entend souvent parler, donc elle va évaluer différentes études, notamment menées sur les vers de terre, dont une étude de la Task Force Cuivre qui est menée, qui est en cours aujourd'hui depuis presque 20 ans et qui a pour objet de prendre en compte sur le long terme l'accumulation de la substance dans le sol. Mais Agnès reviendra sur le sujet puisque Certis travaille activement sur les stratégies d'optimisation du cuivre. Merci beaucoup Clémence. Maintenant que nous en savons plus sur les aspects réglementaires, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Car pour bien utiliser le cuivre et pouvoir compter sur son efficacité demain au vignoble, il faut bien connaître le fonctionnement de la matière active. Et c'est l'objet de notre troisième partie. Agnès, nous allons commencer par plonger au cœur des cellules pour comprendre de quelle façon le mildiou est affecté par le cuivre. Oui, avant de voir quand est-ce qu'on utilise le cuivre et comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans la protection anti-mildiou, c'est intéressant de comprendre comment est-ce que le cuivre agit sur les spores de mildiou. Donc en fait, c'est l'ion cuivrique, Cu2+, qui est vraiment l'élément qui possède une action au niveau du mildiou. Et cet ion cuivrique, il se libère au contact de l'eau. Donc, comme l'a dit Clémence, le cuivre est présent naturellement dans l'environnement. Et en temps normal, les cellules sont capables de réguler le cuivre présent. Lorsqu'on va apporter du cuivre, on va donc augmenter la concentration de cuivre dans l'environnement. Et notre cellule du mildiou, que vous allez voir apparaître, voilà, donc notre cellule de mildiou avec sa membrane,
a l'habitude d'avoir du cuivre de l'environnement et de le réguler de manière passive. Là, on est dans un cadre différent, on a une forte concentration de cuivre. Donc, la régulation qui se fait habituellement, c'est le C2+ rentre via une protéine membranaire, se transforme en CU+, et via une autre protéine membranaire, rentre dans la cellule. Lorsque on a une concentration très élevée de cuivre, un autre mécanisme va se mettre en place, une action active avec la production d'énergie. Donc, la cellule va dépenser de l'énergie pour expulser les ions CU2+ à l'extérieur de celle-ci. Ça lui demande de l'énergie, mais tellement d'énergie qu'elle finit par s'épuiser et qu'elle n'est plus capable d'expulser ces ions CU2+, qui vont, au fur et à mesure du temps, s'accumuler à l'intérieur de la spore de mildiou, et puis finalement entraîner sa mort. C'est ce que vous voyez là sur le schéma. On voit que la cellule n'est plus capable d'expulser les ions CU2+, qu'ils s'accumulent progressivement à l'intérieur, et qu'on va arriver progressivement à une cellule de mildiou qui meurt. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on applique donc nos solutions cupriques. On augmente la concentration et donc la cellule finit par mourir en voulant expulser ces ions CU2+. Maintenant, quand on sait comment le cuivre agit sur le mildiou, la question c'est quand est-ce qu'on peut utiliser le cuivre dans la protection de nos vignobles. Donc en fait, là vous avez sur ce graphique l'usage en hectares développés, l'usage du cuivre qui est fait au fur et à mesure de la saison. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est un usage qui a lieu finalement tout au long du cycle, à partir de premières feuilles étalées jusqu'à la fin. Là, ces courbes présentent les utilisations, qu'elles soient conventionnelles comme biologiques. Si jamais on séparait les deux types de conduite, on aurait des utilisations en bio qui commencent un petit peu plus tôt. On a des courbes ensuite qui commenceraient avant feuilles étalées. À partir de feuilles étalées, on a des courbes qui se superposent entre agriculture biologique et agriculture conventionnelle jusqu'au début de floraison. Puis l'agriculture biologique reste stable et plutôt fin de cycle, on a un usage plus massif du cuivre en agriculture conventionnelle. Voilà. Plutôt que de rester sur ce graphique, je vous propose de passer la parole à notre viticulteur, donc Luc Poulain, viticulteur en Touraine, qui est un viticulteur au profil particulier, puisqu'avant de s'installer, il a été acteur de la protection phytosanitaire pendant 8 ans, et qui est donc aujourd'hui installé en conventionnel et utilisateur de cuivre. Donc Luc, je vous laisse nous expliquer comment vous utilisez. Merci Agnès. Bonjour, parce que tout à l'heure, je n'avais pas allumé mon micro, excusez-moi. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, je me présente. Donc, Luc Poulain, j'ai 52 ans. Je suis vigneron depuis 22 ans dans la vallée du Cher, à côté du château de Chenonceau. Vallée du Cher en appellation Touraine et Touraine-Chenonceau. J'exploite 17 hectares en conventionnel, sachant que pendant 10 ans, j'ai été certifié Terravitis et que désormais, je suis HVE3. Sur le domaine, j'ai 7 cépages différents avec des sensibilités différentes. Bien entendu, en plein milieu de la France et de la région Loire, on est sous un climat non pas océanique pur comme le muscadet, mais plutôt en semi-océanique, ce qui veut dire qu'on n'a pas autant d'eau qu'en bord de mer, mais tout de même, les risques sont quand même plus avérés qu'en Corse ou dans le bassin méditerranéen. Et donc, contexte favorable au mildiou. Donc effectivement, avant d'être vigneron, pendant 8 ans, j'étais ingénieur commercial pour une société de l'époque qui commercialisait des produits cupriques, à la fois dans l'alimentation animale, le maraîchage, l'arboriculture et surtout la vigne. Et pour ce faire, je travaillais dans la région la plus exposée au mildiou, je pense, en moyenne, même si ça évolue beaucoup en ce moment, c'est-à-dire le Val-de-Loire, la Champagne, la Bourgogne et même une partie du Beaujolais et l'Alsace. Donc voilà. Comment j'utilise fort de mon expérience, bien entendu, j'ai mis en pratique du moins mes connaissances sur le cuivre en vrai, pour moi et non pas pour les autres. Clairement, aujourd'hui, en conventionnel, j'utilise le cuivre systématiquement, c'est-à-dire tous les ans, ça c'est sûr. Par contre, selon 2 modalités, selon le contexte.
comme en parlait Agnès tout à l'heure. Je dirais que tous les ans, quelles que soient les circonstances et la pression mildiou, à part des années vraiment extraordinaires comme 2003 par exemple, avec des sécheresses extraordinaires, j'utilise toujours le cuivre, une forme de cuivre, et ce pour la dernière application. Chez nous, en général, ça se positionne fin juillet, début août, 10 août maximum, selon la précocité du débourrement. Et dans ce cadre, j'utilise le cuivre pour, d'une part, conserver les feuilles qui vont permettre la maturation du raisin idéal, de la récolte en cours. Ça paraît évident. Une vigne défoliée au mois de juillet ne permettra pas de produire des raisins à maturité optimale. Mais aussi pour comment dire, préparer l'année suivante, puisque une vigne avec des feuilles en forme et productrice permet non seulement la maturité, mais aussi l'ahoutement du bois et les mises en réserve qui permettront au cep de redémarrer correctement et d'optimiser les organes, les grappes néoformées de l'année précédente. Donc, le dernier traitement, je dirais que moi je systématise, même si c'est pas très à la mode aujourd'hui, il est vraiment double, c'est-à-dire optimiser la qualité de la récolte de l'année N, mais surtout permettre de mettre en condition le cep dans des conditions optimales pour l'année prochaine, l'année suivante, pardon. Il y a aussi l'effet botrytis. Effectivement, nous on est dans une région humide, quand on a des grosses précipitations au moment des vendanges, clairement, une vigne qui a été protégée avec du cuivre, on va gagner 2, 3, voire 4 jours sur des apparitions potentielles de foyers de botrytis préjudiciables à l'aromatique des vins. Ça, c'est systématiquement, on va dire. Après, cas de forte pression, ça a été le cas de l'année dernière. Bon, par expérience, moi, chez moi, le moins que j'ai fait en 22 ans, c'est 4 traitements et demi. Le plus, ça a été l'année dernière avec 7 traitements quasiment, 7,5 même. En période de forte pression comme l'année dernière, c'est-à-dire avec des pluies répétées, des quantités d'eau cumulées qui passent les 20 mm par semaine régulièrement. Là, j'intègre le cuivre, bien entendu, de concert avec mon technicien viticole. J'intègre le cuivre, j'appelle ça en biberonnage, c'est-à-dire toujours en post-nouaison, toujours en post-floraison, ça c'est clair. Donc c'est plutôt des traitements juillet-août. Donc ça peut être le dernier, l'avant-dernier, ou voire même les 3 derniers. Et auquel cas, je fractionne en fait quasiment une dose pleine sur 3 applications. Le but étant là de combiner, d'avoir un effet mix entre des molécules de fongicides plus classiques, synthétiques, systémiques ou pénétrantes, et qui vont être dont l'effet va être renforcé avec le cuivre. Donc dans ce cas-là, par exemple l'année dernière, avec les 3 derniers anti-mildiou, dont je dis bien post-floraison, j'ai rajouté du Nordox à raison d'un kilo hectare, et ce 3 fois. Voilà. Et donc, dans mon cas, j'entends bien, hein, je suis en conventionnel, je n'utilise le cuivre qu'en post-floraison. Par contre, il est évident, autour de moi, bien entendu, j'ai des voisins et amis qui sont en bio, qui eux travaillent le cuivre dès le début, hein, puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'autres solutions. Et auquel cas, je sais que la technique est plutôt de varier les formes de cuivre et les formulations pour jouer pour essayer de moins, entre guillemets, en adoptant les doses, des doses beaucoup plus faibles au début, pour s'adapter au volume foliaire, et aussi une certaine forme de stress qui peut éventuellement être provoqué par un apport trop massif de cuivre sur des stades jeunes. D'accord. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, pourquoi utiliser le cuivre
Aussi parce qu'à l'époque, il y a quelques années encore, on avait beaucoup d'autres formes de contact euh, économiquement plus light, on va dire. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait le Maneb, il y avait le Zineb, il y avait le Mancozeb qui était associé dès la formulation par les fabricants avec des systémiques ou des pénétrants. Et aujourd'hui, ces matières actives ont disparu, donc retour vers une valeur sûre, le cuivre. Et après, clairement, alors économiquement, le cuivre reste toujours moins cher à l'hectare par rapport à des systémiques haut de gamme, hein, bien entendu. Donc il y a un effet économique. Euh, après la disponibilité des produits, les produits utilisés sont aussi parfois limités, non pas par le fait qu'on va utiliser tel ou tel produit, mais par le fait que les distributeurs locaux aient fait un choix ou, comme l'année dernière, des fois des ruptures de stock sur les produits qui font, même si on veut utiliser un Nordox, et on finit avec ou un Cossid ou une bouillie bordelaise pour, entre guillemets, apporter du cuivre, même si c'est pas forcément la forme la plus adaptée au moment où on veut l'employer. Je pense donc la disponibilité commerciale du produit au moment où on l'utilise à la fin est aussi un paramètre à prendre en compte pour la forme à utiliser. Merci Luc pour ce partage d'expérience concernant l'utilisation du cuivre dans le cadre de votre stratégie de protection anti-mildiou. Alors on l'aura compris, le cuivre est indispensable à bien des titres, efficacité, effet boostant sur baies et feuilles, mais demain, comment faire pour optimiser l'utilisation du cuivre, hein, pour pouvoir encore y avoir recours? Comment préserver son utilisation? Agnès, de quels éléments dispose-t-on à ce sujet aujourd'hui? Donc, effectivement, on a vu, le cuivre est vraiment un outil utile et indispensable. Et pour le préserver, il est vraiment important de raisonner au plus juste ses apports. Et c'est vraiment quelque chose que l'on travaille chez Certis, mais d'autres ont aussi cette démarche. On a vraiment pour volonté qu'un gramme de cuivre appliqué soit un gramme de cuivre utile. Et pour cela, on a différents leviers. Le premier, c'est déjà de travailler avec une formulation de qualité. Je vais revenir dessus, à savoir qu'est-ce qu'une formulation de qualité. Et d'autre part, c'est vraiment à chaque fois que l'on va apporter du cuivre, raisonner l'apport, réfléchir quelle est la bonne dose, est-ce le bon moment, et voir comment est-ce qu'on peut optimiser tout cela. Et Mathilde abordera ces différents aspects. Donc je disais, pour pouvoir optimiser et travailler à cet apport qu'un gramme de cuivre utile qu'un gramme de cuivre apporté soit un gramme de cuivre utile, il est important de travailler avec une bonne formulation. On entend souvent parler de formes, alors je les ai citées au début, elles sont au nombre de 5, mais bien plus que la forme, ce qui prévaut, c'est la formulation. Et une bonne formulation, finalement, c'est une bonne recette avec une bonne granulométrie de notre cuivre. Bonne recette, donc dans la formulation, dans la recette des solutions, on va donc avoir des coformulants avec des dispersants et des tensioactifs. Donc d'un côté, les dispersants, c'est ce qui va donc permettre que la solution soit bien homogène. Donc ils homogénéisent la solution, ils limitent les variations de concentration du cuivre au moment de l'application, et donc ça permet d'éviter à la fois les bouchages du pulvérisateur, mais aussi d'avoir des zones qui soient surconcentrées ou alors sous-concentrées. Donc c'est un point important pour que une formulation soit efficace et pas phytotoxique. Au niveau des tensioactifs, c'est ce qui va permettre justement donc d'avoir une bonne couverture du végétal. Les tensioactifs vont abaisser la tension de surface et donc vont permettre d'avoir une goutte plus étalée et donc d'avoir une meilleure couverture du végétal. Au niveau de la formulation, un autre aspect qui est travaillé, c'est la notion de résistance au lessivage. Mathilde va revenir l'expliquer plus en détail. Et vraiment, voilà, cet ensemble font des caractéristiques d'une bonne formulation. Je disais une bonne recette et une bonne granulométrie. Donc vraiment, la taille des particules, elle a une importance. Elle joue un rôle clé. Il faut qu'elle soit à la fois assez petite pour libérer les ions CE2+, donc qui sont actifs sur le mildiou, pour améliorer cette dispersion et donc la biodisponibilité. Et en même temps, il ne faut pas qu'elles soient trop petites parce que si elles sont trop petites, on a des risques de phytotoxicité. Donc c'est un doux dosage entre cette taille de particules et puis avec l'ensemble de la recette qui font qu'on a des solutions optimisées et qui permettent de mieux adapter les doses de cuivre. Donc Agnès le disait, une des caractéristiques d'une bonne formulation, c'est la résistance au lessivage.
Et donc, on va regarder un peu plus précisément qu'est-ce qui se passe lors d'une pluie et qu'est-ce qu'on va avoir comme différence entre une bonne formulation et une formulation non optimisée. Donc, tout d'abord, avant une pluie, le cuivre est sous forme solide. Suite à son application, le cuivre s'est solidifié. Lorsqu'une pluie arrive, donc le cuivre disponible est en vert, une partie du cuivre solide se solubilise sous l'effet de l'eau. Donc, on a à gauche une formulation de mauvaise qualité, à droite une formulation optimale. Dans la formulation de mauvaise qualité, une partie importante du cuivre sous forme ionique va partir avec l'eau, donc elle est solubilisée, tandis que sous une formulation optimale, cette partie-là est beaucoup plus faible. Il y a une autre forme de lessivage qui est un lessivage mécanique qui est dû en fait à la force des gouttes qui arrivent sur le feuillage et qui emporte mécaniquement tout le cuivre solide qui est sur les feuilles. Et là, c'est pareil, dans une formulation de mauvaise qualité, il y a plus de cuivre solide qui va partir que dans une formulation optimale. Donc, il se produit ces deux formes de lessivage lors de la première pluie, réduisant beaucoup plus le stock dans la formulation de mauvaise qualité, mais aussi lors de la deuxième pluie, de la troisième pluie, etc. Donc, les deux lessivages, le chimique et le mécanique, sont des deux phénomènes qui arrivent lors de chaque pluie. Et les réserves, donc, se perdent beaucoup plus rapidement sur la formulation de mauvaise qualité. Et ça aboutit à en fait un épuisement du réservoir qui est beaucoup plus rapide sur une formulation de mauvaise qualité. Et ça va forcément avoir un impact sur l'efficacité qui en fait sera plus courte dans le temps sur la formulation qui n'est pas optimale. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est Agnès parlait de coformulants, il y a également des coformulants qui, en plus de servir d'étalons de dispersants, vont jouer un rôle en fait d'adhésion de la substance active sur la feuille, un peu comme un vernis qui protège le cuivre de la pluie. Et en fait, donc, on a parlé de cette qualité de formulation. C'est effectivement vraiment très important et prévaut sur la forme de cuivre, comme disait Agnès. Et c'est vraiment en choisissant des formulations qui sont bien formulées qu'on va pouvoir contribuer à optimiser chaque gramme de cuivre. Et cependant, ce n'est pas que la formulation qui va permettre à répondre à ces enjeux-là de réduction de cuivre, puisqu'il y a pas mal d'autres facteurs que l'on peut travailler et que nous avons commencé à travailler chez Certis. Donc, ce sont tous les leviers qu'on présente ici. Donc, premièrement, en fait, le raisonnement des doses peut être fait en fonction du volume foliaire. Donc, on a une approche LWA qui permet d'apporter des doses de cuivre proches des volumes de végétation lors des traitements. On travaille aussi l'utilisation des modèles EOAD. Donc, on a par exemple mis en œuvre le modèle décitré de l'IFB qui permet d'apporter le cuivre au plus près des contaminations. On travaille donc la réduction de doses via à la fois l'ajout de biocontrôle, mais aussi le fait de ne réintervenir avec seulement la dose qui est nécessaire pour recharger la partie de cuivre qui manque. Et on travaille aussi les aspects de lessivage, non seulement dans le cadre de la formulation, mais aussi dans le cadre des règles de décision, donc d'intervenir après une quantité de pluie qui aura vraiment fait partir suffisamment de cuivre pour justifier d'une réintervention. Et on travaille aussi l'importance de la pulvérisation. C'est un produit de contact et donc encore plus important peut-être que la formulation et ces éléments qu'on vient de citer, ça va certainement être la qualité de pulvérisation qui va compter. Donc, sur cet aspect-là que j'ai évoqué rapidement du biocontrôle, on se posait la question il y a quelques années de savoir si le biocontrôle peut être utilisé dans la gestion des doses de cuivre. Donc, on a mis en place des essais qui répondent à la question de savoir si on pourrait réduire le cuivre de 40%. Donc, c'est le pourcentage qu'on a testé dans nos essais. Est-ce qu'on peut réduire de 40% grâce à un produit de biocontrôle? Donc, dans nos essais, on a choisi le phosphonate. En fait, on l'a choisi comme exemple de biocontrôle pour faire cette démonstration. Et dans nos essais, on a donc les modalités qui sont dans le tableau, donc un témoin non traité évidemment. Le Cobert, qui est un produit à base d'oxyde de cuivre, une formulation optimisée. Ce Cobert-là a une dose réduite de 40% par rapport à la modalité où on a une dose de référence. Et cette dose réduite de 40% à laquelle on ajoute donc le phosphonate à chaque application en respectant donc les AMM, donc pas forcément en passant à chaque application de cuivre parce que
dans le cadre de nos essais, on suivait des modèles. Et donc, parfois, il était nécessaire de réintervenir assez tôt. Et donc, dans ces cas-là, on n'avait pas le phosphonate qu'on rajoutait à moins de 10 jours après l'application de cuivre d'avant. Donc, voici quelques détails sur cet essai que je vous montre là aujourd'hui. Donc, cet essai a été fait en 2020 sur une infestation naturelle avec brumisation et conduit dans le Val-de-Loire. Donc, on avait, dans le cadre de cet essai, suivi toute notre démarche d'optimisation de dose de cuivre. Donc, notre plafond, c'était 4 kg de cuivre par an. Et avec toutes nos règles des décisions, on était arrivé sur 3,2 kg de cuivre sur cette parcelle. Donc, ici, je montre la dernière notation de l'essai qui avait été conduite au 3 juillet. Donc, l'essai s'était terminé une semaine après, puisque le risque mildiou n'était plus présent sur le mois de juillet. Donc, sur ce graphique, on présente le pourcentage d'infestation. Donc, on peut voir ici la notation sur grappe, en fréquence et en intensité. Donc, sur la fréquence, on voit par exemple qu'on était sur 100% de grappes touchées par le mildiou. Et en intensité, on était sur presque 70% de baies touchées par le mildiou. Donc, une infestation très élevée. Si on regarde la comparaison entre nos modalités, donc en fréquence, on a une réduction donc, de grappes touchées par le mildiou de 20 à 26%. Et en intensité, qui est la notation la plus pertinente à regarder parce que c'est celle qui va donner une idée du rendement derrière. Donc le Cobert à 3,2 kg sur l'année avait donné 80% d'efficacité. Donc une réduction de l'infestation de 80%. Dose réduite de 40% de cuivre, on était sur 67%, donc on avait perdu plus de 10% de points d'efficacité et on a aussi donc les lettres qui nous indiquent que statistiquement c'était effectivement une efficacité inférieure. Et en revanche, quand on ajoute à ces doses réduites de 40% le biocontrôle, on récupère ces points d'efficacité perdus. Donc dans les conditions de cet essai, qui étaient des conditions expérimentales de petites parcelles, la dose de cuivre a présenté des limites d'efficacité, on s'y attendait, et couplée à un biocontrôle, cette dose réduite permet quand même d'apporter la même efficacité que la dose pleine de cuivre. Et c'était donc dans le cadre d'un essai dans lequel on utilisait tous les leviers à notre disposition, donc modèles et décisions de dose de cuivre, dose de cuivre faible, plus proche des contaminations. Merci Mathilde. Donc, on a pu voir pendant ces 3 quarts d'heure que le cuivre, c'est vraiment l'allié historique, mais c'est toujours un allié d'actualité, qui est aujourd'hui indispensable à la protection anti-mildiou. Et pour qu'on puisse préserver son usage, il est important vraiment que l'on raisonne ses apports, qu'un gramme de cuivre appliqué soit un gramme de cuivre utile. Et pour cela, on a à notre disposition des formulations. À nous de choisir des formulations de bonne qualité, puisque c'est cette formulation prévaut sur la forme de cuivre, et que c'est en choisissant ces solutions bien formulées qu'on pourra justement travailler à l'optimisation. La formulation, elle ne se suffit pas à elle seule, et que face à tous les enjeux que l'on a, il faut s'appuyer sur d'autres facteurs, d'autres leviers, comme les a évoqués Mathilde, la qualité de pulvérisation, regarder les produits complémentaires, voilà ce que l'on commence à faire avec nous, en prenant quand même des risques assez importants, donc à voir comment est-ce que dans la pratique, quel sera le risque acceptable et comment est-ce qu'on peut le manœuvrer en utilisant des OAD, ces résultats d'essai. Et puis, voilà, pour continuer à optimiser, qu'on apporte uniquement des grammes de cuivre utiles à cette protection mildiou. Donc, chez Certis, vous l'aurez compris, le cuivre, c'est vraiment une des thématiques importantes que l'on travaille, sur laquelle on s'attache à apporter des éléments de compréhension. Vous pourrez en retrouver d'autres dans le podcast que l'on a fait, qui se trouve sur notre site internet. Vous avez le lien sur la diapo. Merci Agnès, merci beaucoup. Vous en savez à présent un peu plus sur les leviers qui permettront de pouvoir compter encore demain sur les solutions anti-mildiou à base de cuivre. Mais vous avez sans doute de nombreuses questions. Je vois qu'il y en a déjà, on en a déjà enregistré un certain nombre au standard. Là, on va les relayer tout de suite. Donc, on vous rappelle, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez encore interagir et donc postez vos interrogations selon le mode opératoire que nous vous avons rappelé en début d'atelier via la console GoToWebinar. Donc, une première question déjà de Loïc. D'où provient le cuivre ?
Clémence, Agnès, laquelle d'entre vous, Mathilde, veut prendre cette première interrogation? D'où provient le cuivre? Je peux, ou Clémence, c'est comme tu le souhaites. Non, En fait, en fonction des solutions, le cuivre va pas avoir la même provenance. Comme le disait Clémence, moi, on peut parler de notre gamme. En ce qui concerne notre gamme, donc la gamme Cossid et la gamme Nordox, ce sont uniquement des cuivres recyclés. Le Nordox vient d'Europe du Nord. C'est sur approvisionnement Europe du Nord. Les Cossid viennent des États-Unis. oui. Et si je peux ajouter, donc aussi pour Cossid et Nordox, donc il y a différentes gammes de grades de qualité de cuivre recyclé, et donc les cuivres choisis sont les meilleurs grades qui permettent d'assurer un niveau de pureté extrêmement élevé. Alors, une question de Magdalena qui s'interroge sur l'effet maturation et ahoutement des bois, d'ailleurs, dont a parlé notre viticulteur lors de son retour d'expérience. Donc, qu'en est-il de cet effet dont on parle du cuivre en termes de maturation et d'ahoutement des bois? Alors, en fait, ce qui se passe quand on applique du cuivre en fin de saison, ça permet de garder les feuilles saines le plus longtemps possible afin qu'elles évitent de chuter trop tôt, ce qui permet à laisser le temps à la feuille d'envoyer dans les branchages de la vigne tous les éléments de la feuille. Si elle tombe trop tôt, c'est tout des éléments perdus, et c'est ça que permet l'application de cuivre en fin de saison. Alors, une interrogation d'une autre Clémence, Clémence Woodfall, qui nous demande, elle s'interroge dans l'optique actuelle de réduction des intrants, pourquoi associer le cuivre systématiquement en fin de saison et ne pas faire du cuivre seul sur les derniers traitements? Donc, pourquoi finalement ces derniers traitements, on les associe? Et pourquoi pas un cuivre seul? Alors, je pense que là, Clémence fait référence à la pratique qui a été partagée par Luc. Le cuivre n'est pas toujours associé forcément. Donc, ça va dépendre des pratiques des viticulteurs. Il n'y a pas d'obligation à l'associer. Magdalena nous demande, alors j'imagine, elle me parle de cléistocèse les cléistocèse est-ce que j'imagine le cuivre a un effet sur l'oïdium? Oui, on a quelques études effectivement qui montrent, des études de champ, hein, je veux dire, où effectivement le cuivre appliqué en fin de saison va avoir un effet de réduction du potentiel du coup infectieux de l'oïdium l'année suivante via un impact sur les cléistocèses. Effectivement. Alors, vous avez évoqué lors de la présentation des essais plein champ, des associations de phosphonates avec les solutions cupriques. Est-ce qu'il y a d'autres produits de biocontrôle qui permettraient de diminuer les doses de cuivre, et notamment pour les agriculteurs bio? Nous demande Clémence à nouveau. Alors nous, pour l'instant, on l'a validé avec l'amphiphosphonates, comme j'ai montré. On l'a fait avec certains autres produits sans voir d'effet. Donc maintenant, d'autres biocontrôles devraient peut-être émerger pour avoir aussi cette connaissance. En tout cas, nous, on a fait la démonstration que c'est possible avec du biocontrôle. Maintenant, effectivement, on n'a pas fait la démonstration sur d'autres produits encore. Et à suivre, sans doute, il y aura d'autres résultats. Alors, on a beaucoup parlé de l'importance de la formulation, mais effectivement, comment savoir si on achète la bonne formulation quand on achète son sac de cuivre ou ses sacs de cuivre chez son distributeur? Ben, c'est pas forcément estampillé bonne formulation. Donc, comment sait-on? Euh, alors, c'est vrai que je parle pour la gamme Certis, qui est la gamme que l'on connaît, où c'est un des points clés et ce sont vraiment des aspects qui sont très travaillés. On a des produits différents avec, pour le coup, des formes de cuivre différentes et on sait, voilà, ils n'ont pas toujours exactement les mêmes caractéristiques. Donc après, ça va être fonction de ce que l'on recherche aussi. Euh, et ça va être une discussion plus au cas par cas. Après, là, nous, on partage des clés sur des points d'attention, des choses à regarder et c'est ça qu'il faut
qu'il faut creuser. Je ne sais pas si Mathilde ou Clémence ont d'autres points, non? Une question de Cyril qui nous demande s'il existe une dose minimale efficace à l'hectare en fonction du stade végétatif de la vigne. Alors non, pas en valeur absolue, parce que déjà, il faut être capable d'appliquer cette dose-là. On a déjà testé dans nos essais des doses vraiment très basses, avec du matériel qui ne va toucher que les toutes premières feuilles, par exemple. Il faut être capable de boucher les buses sur tout le reste de la hauteur de vigne pour être vraiment capable de traiter avec des doses très très faibles. Et en plus, la dose qu'on va appliquer va dépendre d'autres choses que de la phénologie, mais aussi le risque mildiou, les risques, enfin le risque mildiou, la sensibilité du cépage, la période, la dynamique du mildiou. Donc, on ne peut pas donner une valeur minimale en absolu. Ça va toujours dépendre du cas. Et en plus, cette valeur minimale, il va falloir vraiment être sûr qu'on l'applique à l'endroit où il y a les feuilles. Donc, nous, on avait démarré des essais à 30 grammes, par exemple. Mais voilà, c'était de l'expérimentation. Alors, toujours des questions de Cyril. Est-ce qu'il vaut mieux finalement intervenir plus souvent à petite dose ou moins souvent à plus grosse dose? Est-ce que le cuivre se dégrade? Alors, il y a plusieurs questions. On va commencer par celle-là. Voilà. Est-ce qu'on intervient plus souvent à petite dose ou moins souvent à plus grosse dose? Bah, clairement, entre les deux, plus souvent à petite dose, c'est vraiment beaucoup plus intéressant que moins souvent à grosse dose. Et encore plus intéressant que plus souvent à petite dose, c'est pas forcément plus souvent, mais au plus près des contaminations, en fractionnant les apports en fonction des diverses contaminations. Bien sûr, oui, c'est au cas par cas en fonction de la pression aussi. Mais première réponse, enfin première solution, clairement, oui, c'est plus souvent à petite dose. Est-ce que le cuivre se dégrade naturellement à la lumière, par exemple, ou bien persiste-t-il tant qu'il n'est pas lessivé sur la feuille? Là, on entend. Alors, il n'y a aucune dégradation du cuivre puisque c'est un atome, en fait, donc il ne va jamais se dégrader. Le soleil n'a aucune action sur le cuivre. Donc, c'est effectivement le lessivage ou quand la feuille de vigne croît, la quantité de cuivre qui a été déposée dessus va se diluer. Et donc, la feuille va moins être protégée parce qu'elle aura grandi. Mais c'est pas du tout que le cuivre s'est dégradé. Toujours Cyril qui s'interroge sur la formulation sur laquelle porter son choix s'il y a une forte pluie annoncée. Est-ce qu'il faut privilégier une formulation plutôt qu'une autre? J'ai pas entendu le début de la question. Je Ah suis pardon, désolée. est-ce qu'il faut privilégier une formulation particulière plutôt qu'une autre en cas de forte pluie annoncée? Donc une Alors, formulation qui tient davantage Nord-Oc. oui, il vaut mieux, alors voilà, plutôt que de privilégier une forme plutôt qu'une autre, c'est une formulation plutôt qu'une autre en effet. Donc, il faut privilégier les formulations qui revendiquent des tenues au lessivage qui sont bonnes, plutôt que des formulations qui n'ont aucune revendication. Vous avez évoqué le lissage. Est-ce qu'on pourra garder cette flexibilité à l'avenir? Une question pour Clémence, je pense. Oui, je peux prendre la question. Effectivement, c'est une question qui revient souvent parce que la possibilité de lissage, elle est importante, surtout pour les années à forte pression, donc certaines années climatiques comme 2018 par exemple. Le règlement européen qui a réapprouvé l'approbation du cuivre en janvier 2019 a laissé cette possibilité puisque le cuivre est autorisé pour 28 kg sur une durée de 7 ans. Donc, c'est pas une quantité annuelle, mais c'est bien une durée lissée sur 7 ans. Donc, la possibilité de lissage, il sera important que les autorités nationales prennent ça en compte aussi dans leur évaluation pour laisser cet outil, qui
apporte une flexibilité essentielle en fait, certaines années pour les viticulteurs. Olivier nous écrit qu'il lui semble avoir lu que la bouillie bordelaise, donc l'hydroxyde, était à éviter sur mildiou déclaré. Avez-vous des infos dans ce sens? Non, il n'y a pas plus de... En fait, tous les cuivres ont un mode privilégié en préventif. Quand il y a un mildiou déclaré, le cuivre va jamais être capable d'aller affecter le mildiou à l'intérieur de la végétation. Tous les cuivres sont égaux là-dessus. Après, ça va vraiment être la formulation qui va faire que oui ou non, il faut en privilégier un plutôt que l'autre. Peut-être qu'il y a certaines sociétés qui communiquent plus sur la préventivité que d'autres. Il y a certaines sociétés qui peuvent communiquer sur un effet sporulant, antisporulant. Nous, ce qui est démontré, c'est que sur nos cuivres, sur le cuivre en général, en tout cas, nous, on l'a démontré, c'est que une fois qu'il y a effectivement du milieu déclaré, on va pas empêcher qu'il soit déclaré, mais par contre, on va empêcher que les spores en train de maturer au niveau des sporulations ne vont pas être capables de recontaminer sur le feuillage à côté. Mais non, on va pas exactement dans cette communication-là de pas recommander la bouillie bordelaise. C'est plutôt, de manière générale, effectivement, on sait que quand un mildiou est déclaré, le cuivre ne va pas pouvoir rattraper ça. Il va juste éviter les recontaminations de ces sporulations-là. Bien sûr. Et est-ce qu'une question Nordox, est-ce que le Nordox est efficace dès le début d'une pluie? Ou bien faut-il quelques millimètres de pluie avant qu'il ne s'active, entre guillemets? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend ça de temps en temps sur le terrain. Il n'y a absolument pas besoin de plus de temps pour l'oxyde de cuivre que pour une autre forme de cuivre. En fait, l'équilibre en solution de la bonne quantité d'ions qui va affecter le mildiou est de l'ordre de quelques secondes pour toutes les formes de cuivre. Donc, non, il n'y a absolument pas besoin d'un certain millimètre minimal sur le Nordox. C'est pas du tout le cas. Et enfin, on a vu que vous évoquiez l'approche LWA tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors la LWA en fait, ça veut dire leaf wall area, ça veut dire la surface de haie foliaire. Donc c'est en fait une façon de mesurer la végétation à traiter, comme si la vigne était un mur. Donc on ne prend pas en compte la profondeur de la végétation, mais uniquement la surface à traiter. Et donc il y a voilà, un calcul tout simple pour savoir quelle haie à traiter à chaque moment de l'année. Et en fait, c'est une unité qui décrit le feuillage. Et en parallèle, il y a donc une unité qui va permettre de décrire quelle dose sera appliquée par LWA. Donc, par exemple, un vignoble qui a 10 000 m² de feuillage, il va y avoir des recommandations sur demain, les doses seront exprimées comme ça, en tout cas au niveau de l'homologation. Par exemple, un produit homologué à 2 kg par 10 000 m² de LWA, en début de saison, quand la LWA est de 5 000 m², il va être appliqué à la moitié de sa dose, à 0,5 kg. Donc j'ai dit 2 kg, donc il va être appliqué à 1 kg en début de saison. Donc ça permet de moduler entre un début de saison et un fin de saison, d'aller vers une augmentation de dose et d'un site à l'autre, un site très dense, un site moins dense, de mettre plus de produits sur un site où la végétation, où des interrangs par exemple sont plus rapprochés, de mettre plus de produits sur ces sites-là que des sites où on a des interrangs plus éloignés. Oui, finalement, c'est beaucoup plus précis qu'une simple dose hectare. Voilà. C'est finalement un outil qui permet aux viticulteurs aussi de mieux moduler les doses. Voilà, c'est ça. Sachant qu'aujourd'hui, on ne sait pas où on va aller au niveau réglementation et utilisation concrète de cette dose. En tout cas, au niveau européen, on se dirige vers une homologation qui sera faite dans cette unité. Mais en France, est-ce que
les étiquettes demain vont comporter une dose en LWA? Est-ce que ce sera plutôt des tableaux à double entrée avec interrang et hauteur de végétation? On ne sait pas encore comment elle va s'appliquer dans la réalité. Mais bien sûr. Une question de Cyril qui nous demande s'il existe un intérêt à mélanger plusieurs formulations lors d'un traitement. Question très intéressante, ça, oui. Alors aujourd'hui, nous, on ne voit pas l'intérêt. Tant qu'on utilise une formulation de bonne qualité, pourquoi mélanger deux formulations? Donc bon, aujourd'hui, c'est pas nos recommandations et on n'a pas validé l'intérêt technique de ce genre de pratique. Alors, on n'a pas beaucoup évoqué les IFT. Magdalena s'interroge. Les IFT calculés vont augmenter avec les nouvelles homologations. Je ne sais pas si la question vous parle du coup. C'est difficile à dire puisque le renouvellement est toujours en cours. Mais oui, certaines AMM assez anciennes ont des doses homologuées qui sont élevées, qui correspondent plus forcément à la pratique réelle aujourd'hui. Donc, étant donné la méthode de calcul de l'IFT, si cette dose homologuée baisse, l'IFT risque de modifier. Eh bien, nous arrivons au terme de cet échange autour du cuivre en viticulture. Merci à tous à nouveau d'avoir été des nôtres, chers auditeurs viticulteurs. Merci à Agnès, Mathilde, Clémence de Certis, mais aussi à notre viticulteur de nous avoir consacré de son temps que l'on sait précieux. À bientôt, chers auditeurs. Nous vous souhaitons une excellente journée.